Merci beaucoup. Merci à vous tous d'être là. C'est un plaisir pour moi de pouvoir vous dire au revoir, pas seulement à travers les ondes, mais en étant là avec moi. La même chose pour ceux qui m'écoutent ou ceux qui vont écouter cette conférence. C'est pas un plaisir après tant d'années dans votre pays de dire au revoir parce qu'on a construit des relations, on s'est attaché à des personnes, mais on s'est attaché aussi à des causes, à des situations et on s'est aussi impliqué dans des processus qui ne sont pas toujours évidents pour un étranger de travailler sur ces questions dans un autre pays. J'ai eu la chance, j'ai eu le plaisir de travailler avec vous, de travailler avec les autorités de ce pays, avec tous les segments que représente une nation, société civile, opposition, personnes qui sont dans le pouvoir ou dans les mécanismes ou les institutions étatiques. J'ai eu aussi le plaisir de travailler avec vos collègues un peu partout où je passais, que ce soit ici à Kinshasa, dans l'est du pays, où j'ai beaucoup voyagé. C'est 3 ans. 3 ans. C'est une longue période, mais pour le Congo, comme vous le savez, moi, je crois que je l'ai déjà dit, la première fois où j'ai quitté mon pays, c'est pour venir ici, en 2008, quand j'étais venue pour la première fois travailler avec le maintien de la paix, c'était en RDC. Et j'ai passé à l'époque 4 ans chez vous. Je suis partie à New York et j'ai continué de suivre votre pays puisqu'il était sur mon agenda et j'ai rendu visite à la RDC 2 fois pendant que j'étais là-bas. Donc c'est vraiment une relation assez forte parce que je n'ai pas un autre pays dont je peux parler comme je parle de la RDC, où j'ai vécu des années, où j'ai rencontré des gens, où j'ai aussi rencontré des difficultés et c'est normal. On ne peut pas être dans ce genre de situation et on n'est pas des stars, on vient travailler sur la souffrance. On travaille sur l'instabilité, sur le conflit, et tout ce que cela engendre. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui est facile à obtenir des résultats. C'est aussi quelque chose qui ne peut se faire qu'avec la patience et avec un regard et du recul. Et je crois que bien que toujours, comme vous le savez, l'être humain, il est comme ça, il est pressé de voir tout se faire, sinon il n'est pas content. Il est parfois obnubilé par certaines choses qu'il pense faciles à réaliser et puis c'est pas évident. Mais avec du recul, je vous dis en toute franchise, je continue à dire ça, même s'il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec moi. Je pense que ce pays est en train d'avancer, malgré toutes les difficultés qui sont encore là. Parce que dans la vie d'une personne, vous voyez comment on passe notre vie. Des hauts, des bas, on tombe, on se relève, on a des problèmes, on est heureux, on passe des moments. Et c'est la même chose pour un peuple qui vit sur un territoire et qui n'a pas encore consolidé les fonctions régaliennes de l'État, qui n'a pas encore tourné la page des conflits, qui a encore des zones de conflit. Mais quand je regarde avec du recul, je me dis, nous sommes là depuis 20 ans et souvent, certaines personnes pensent que qu'est-ce qu'on a fait en 20 ans? D'abord, on ne fait pas seul. Personne ne peut faire seul. On fait avec vous. On fait avec les Congolais. Et on fait si on a justement ce partenariat vraiment solide qui nous permet d'avancer parce que la tâche, elle n'est pas facile. Mais quand je pense à quand j'étais arrivée en 2008 et quand je pense à quand la mission a commencé et dans quel état était le Congo, et je vois aujourd'hui que même si le conflit persiste, il est quand même contenu dans 3 provinces et pas les plus grandes du pays. 3 provinces de l'Est. Les raisons, on les connaît et il faut continuer à travailler. Mais je pars du principe que la RDC, qui était divisée, coupée en 4, qui était 9 armées étrangères se battaient ici, qui n'avaient même pas organisé une élection depuis l'indépendance
et puis l'évolution qui a eu lieu avec les hauts et les bas et avec les critiques, parce que c'est normal que chaque travail d'un être humain, il n'est pas parfait. S'il était parfait, on ne serait pas là. On n'aurait pas tous aspiré à aller un jour au paradis, parce que ce n'est pas le paradis sur Terre, c'est un passage des êtres humains, chacun avec ses convictions, avec ses croyances et avec ce qu'il peut apporter. Donc pour moi, je quitte le cœur lourd, parce que c'est pas facile de quitter des gens avec lesquels on a construit des choses. Je reviens dans mon pays 13 ans après, c'est long. Je dois me réadapter et m'habituer à nouveau à une autre vie. Mais je pars aussi avec beaucoup d'espoir en me disant les Congolais peuvent continuer à faire des efforts. C'est vrai que les processus sont fragiles, c'est vrai que les risques sont toujours là et on le voit, les tensions, les difficultés, les conflits. Mais quand je regarde le passé et je dis aujourd'hui, il y a des conflits politiques, c'est clair. Mais on n'a personne qui se revendique d'un groupe armé pour dire je prends le pouvoir. Les gens se disputent au niveau politique. C'est une progression, c'est un progrès. Quand on voit que malgré les difficultés, une bonne partie du Congo, nous avons quitté, quand j'étais revenue en 2018, après les élections, nous avons quitté 8 provinces. Nous sommes dans un processus où on va réduire encore notre présence dans d'autres provinces. Nous travaillons sur le conflit et on a de moins en moins de divergences avec les FARDC, avec la PNC, avec le gouvernement, sur c'est quoi les menaces et sur comment on peut travailler sur ces menaces. Ce n'est pas pour dire que tout est rose, loin de là. Je sais que la situation est encore fragile, elle est difficile et le risque de revenir en arrière n'est pas exclu. Donc il faut toujours continuer à préserver les acquis et exiger d'améliorer ce qui reste à faire. C'est ça le travail dans tous les pays du monde, c'est de dire les acquis, on les a eus, on les garde, on les préserve. Ça, on ne touche pas, c'est des acquis, une fois qu'on est d'accord. Après, il y a là où il y a des divergences, et là, il faut continuer à travailler. Comme vous le savez, cette année, la mission a obtenu du Conseil de sécurité encore le maintien de la question prioritaire, protection des civils, renforcement de nos capacités pour répondre à cette thématique énorme, à cette problématique énorme, mais aussi d'appuyer les FARDC, le gouvernement. Mais il y a dans la résolution cette année une insistance sur la stabilisation, le renforcement des institutions, et nous avons plaidé pour ça auprès du Conseil, parce que quand on est dans l'urgence, on essaye de parer à l'urgence. Mais si on veut régler les problèmes et tourner la page, on doit identifier les causes profondes et on doit travailler sur les causes profondes. Courir après l'urgence est nécessaire. Vous avez des gens qui se font tuer, vous devez réagir, vous devez faire quelque chose. Mais en même temps, il faut aller au-delà de la réaction et être beaucoup plus proactive pour identifier les causes profondes et soigner à la base pour avancer encore plus et consolider les acquis et gérer les problèmes qui restent à gérer. Nous sommes dans une année difficile parce que nous avons le Covid. La preuve, regardez, on ne s'approche plus. On est avec des masques, on prend les distances, on travaille de loin, on ne peut plus voyager facilement. Même pour les gens qui avaient la facilité de bouger, ils ne peuvent plus bouger. Donc c'est une situation qui a des conséquences sur le plan économique, sur l'action pour lutter contre l'insécurité, sur le développement, sur beaucoup de choses, sur la santé des gens, et qui font aussi que ça devient encore plus difficile et nous devons faire plus d'efforts avec peu de moyens pour
agir avec la même nécessité. Vous avez aussi ceux qui abusent de cette situation et qui profitent et qui donc essayent de déstabiliser, qui commettent des exactions, qui commettent des violations graves contre les populations. Ce n'est pas terminé. Mais je reviens là aussi pour faire la comparaison. Et je ne veux pas vraiment donner l'impression que je sous-estime ce qui se passe ou que je suis en train de faire un bilan positif pour Leïla Zerougui. Pas du tout. Mais alors je ne suis absolument pas dans ça. Ni pour Leïla Zerougui, ni pour la MONUSCO. Parce que je ne crois pas que nous, on peut faire les choses si les Congolais ne les font pas. Je crois que nous ne sommes pas ici pour remplacer, nous sommes là pour appuyer. Parce qu'on ne peut consolider de façon durable la paix et la stabilité et la sécurité que si celui qui est en charge de par la règle générale dans tous les pays est en mesure de le faire. C'est pas que quelqu'un vient nettoyer la maison et puis dire allez je vous donne la clé, continuez. Ça recommence, ça échoue, ça ne marche pas. Il faut que ce soit les acteurs, c'est-à-dire les fonctions régaliennes de l'État sont déployées, c'est-à-dire le contrôle des frontières, c'est-à-dire le maintien de l'ordre, c'est-à-dire réduire les abus, c'est-à-dire lutter contre les forces négatives et tout ça. Et même là, quand on voit et on pense au passé, moi j'ai vécu des situations, et vous le savez tous, puisque vous suivez la situation dans ce pays. Moi, quand j'étais arrivée chez vous en 2008, il y avait des zones où on me dit « personne ne peut rentrer, c'est occupé par un groupe armé ». Aujourd'hui, on n'a pas un endroit où les FARDC ne peuvent pas rentrer. Les groupes armés se cachent. Ils commettent des exactions la nuit. C'est ça la réalité. Et c'est une évolution. Je ne dis pas que c'est fini, mais c'est une évolution. C'est qu'il y avait des zones qui étaient de non-man's land. Je me rappelle quand je suis arrivée à Kiwanja en 2008, on m'a dit il faut demander la permission à Nkunda parce qu'il occupe le territoire. C'est maintenant lui qui est en charge. Et j'ai dit non, je suis déployée dans ce pays avec l'autorisation du gouvernement congolais. Je me déplace là où c'est le Congo. Et c'est des situations que j'ai vécues, que vous avez vécues, que d'autres ont vécues. Aujourd'hui, la présence de l'État, elle est partout. Le problème, c'est qu'il n'y a pas garantie de stabilité parce qu'on n'est pas présent partout et parce qu'on n'a pas mis en place les mécanismes qui luttent aussi, pas seulement à travers les armes, parce qu'on ne finit pas l'ennemi, on doit aussi lutter contre ceux qui profitent de l'instabilité, ceux qui se servent de la guerre, l'économie de guerre, ceux qui déstabilisent les gens pour pouvoir sanctionner ceux qui méritent d'être sanctionnés à travers la justice, à travers les actions de l'État. Donc on travaille, je ne dis pas que tout est réglé, non, on est loin de ça. Mais on est en train d'avancer au niveau politique, au niveau sécuritaire, au niveau du développement. Il y a beaucoup de travail à faire. Nous essayons de mobiliser les partenaires, parce que ce n'est pas la MONUSCO qui fait du développement, ce sont les partenaires, la Banque mondiale, le Fonds de maintien de la paix, le Peace Building Fund, les acteurs bilatéraux et multilatéraux de la RDC pour leur dire, voilà, ça c'est indispensable pour stabiliser. Cette route, si on l'ouvre, ça va aider à accéder aux zones où les gens qui commettent des exactions sont là. On lit tous les jours à Beni ou bien en Ituri, des gens se font tuer et tout. Mais quand on regarde la configuration, est-ce qu'on vient dans la ville de Beni et on tue, comme on le faisait avant? Est-ce qu'on va à Butembo et on tue? On va chercher les pauvres gens qui sont éloignés, qui sont dans la brousse, et on va se venger sur des populations innocentes, vulnérables, et donc sans agenda politique, parce que personne n'est d'accord avec vous dans ces conditions, que vous soyez local ou interne ou étranger. Et je pense que tout ça, nous devons le valoriser, mais nous devons avancer. On ne peut pas dire c'est fini. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je voulais insister. Je veux aussi souligner quelque chose que peut-être les Congolais n'accordent pas trop d'importance à ça. Mais quand on pense au travail
qui est fait aujourd'hui par la justice militaire, c'est un travail qui est vraiment très important comparé à ce qui se passe dans d'autres pays en conflit. Parce que nous avons construit un outil. Nous avons aidé la justice militaire à avoir une chaîne pénale mobile, fonctionnelle, qui peut se déplacer, où il peut y avoir des audiences foraines, où on peut montrer aux victimes. Il y a des milliers de cas qui ont été jugés, condamnés et qui servent leur peine. Il y a encore des fragilités, bien évidemment. Il y a encore des prisons qui s'ouvrent et les gens sortent du jour au lendemain. Ce qui s'est passé à Béni, ce qui s'est passé dans d'autres endroits. Il faut encore fermer les gaps qui existent pour s'assurer que ce genre de choses ne se passe plus. Et bien évidemment que ceux qui sont en prison ne restent pas des années avant d'être jugés ou bien meurent parce qu'ils ne mangent pas à leur faim ou parce qu'ils ne sont pas soignés. C'est un travail pour améliorer justement les conditions de la réponse régalienne de l'État pour maintenir l'ordre. Comment on peut encore renforcer, et là c'est quelque chose qui est nécessaire, comment on peut travailler pour, quand on parle de la réforme du secteur de sécurité, comment on peut renforcer la professionnalisation de l'armée, de la police, comment on peut s'assurer que ce qu'ils ont comme moyens aujourd'hui soit renforcé, que les FARDC aient leur caserne, qu'ils aient leur maison pour se déplacer avec leur famille, qu'ils puissent faire des rotations, passer d'une province à l'autre pour ne pas s'incruster et devenir faire du business dans un endroit parce que je suis là, parce que ma famille n'a pas de logement, parce que je ne suis pas sûre du futur. Et donc, comment on travaille sur ça? On est en train de travailler sur ça et on va continuer à le faire. Ça a été fait par-ci, par-là, mais il faut le généraliser et je pense qu'il y a une volonté pour le faire. Il y a bien évidemment le DDR. Pendant longtemps, on a intégré les groupes armés dans l'armée, dans la police, dans les fonctions régaliennes de l'État. Aujourd'hui, le gouvernement est lui-même d'accord pour dire on n'intègre plus les groupes armés parce qu'on entretient la violence. On entretient l'intérêt à prendre des armes contre la République. Si je peux devenir général sans aller à l'école, pourquoi je vais aller à l'école? Et je ne suis même pas sûre d'avoir le grade. Donc si je ferme cette porte, et je dis à tout le monde, celui qui prend les armes contre la République, il sera sanctionné et il répondra de ses actes. La République peut être généreuse et la population peut accepter la réconciliation et intégrer les gens dans leur communauté, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont réagi parce qu'il y avait des injustices, parce qu'il y avait l'État ne protégeait pas, etc. Donc, ça, c'est ce que je vois comme volets sur lesquels on doit continuer à travailler. Donc c'est un peu, je veux ajouter peut-être une dernière chose, avant de vous donner la parole et écouter vos questions. Quand on parle des femmes, quand on parle de la violence contre les femmes, là aussi les progrès sont là. D'abord, rappelez-vous comment on violait les femmes. On allait dans un village et on violait toutes les femmes. Violence massive, y compris par les FARDC, avec le commandant avec eux. On n'a plus ça. Du côté de l'armée, on a des cas de violence sexuelle, oui, mais c'est individuel. C'est le militaire qui doit être sanctionné, qui doit être encaserné, qui ne doit pas se balader avec son arme dans la rue, qui doit être contrôlé, et s'il fait des bêtises, il est sanctionné. On n'est pas encore là, mais on a fait un petit pas pour que ça devienne la criminalité individuelle. Elle est encore grave, mais on avance. La même chose lorsqu'on parle du recrutement d'enfants. Rappelez-vous, il y avait plein d'enfants dans l'armée. Il n'y en a plus aujourd'hui. Ça, c'est un autre progrès. On avance dans des questions qui sont essentielles pour construire l'armée professionnelle. Nous avons les groupes armés qui continuent à abuser des enfants, les recruter et les tuer et les faire tuer. Nous avons des femmes qui se font violer dans des attaques de groupes armés. Mais il y a la justice. Et on fait tout ce qu'on peut, et ce n'est pas nous, c'est la justice congolaise qui essaye de répondre quand les auteurs sont identifiés. Ce n'est pas parfait, je ne dis pas on est dans le paradis, loin de moi cette prétention, mais je dis on avance, c'est des progrès qu'il faut comptabiliser et il faut améliorer et avancer.
Maintenant, on a encore des violences graves, on a encore des gens qui se font tuer, on a encore des villages qui sont brûlés, on a des personnes qui sont chassées de leur village, on a des crimes atroces qui sont commis. C'est encore là, en Ituri, dans la zone de Beni, mais aussi dans d'autres zones au sud Kivu, au nord Kivu. On a des communautés qui n'ont pas encore construit la réconciliation du vivre ensemble et le partage des richesses qui existent selon les règles de la loi. On a encore cette situation nouvelle situation qui est très dangereuse, et ce sont les crimes organisés qui commencent à se manifester dans les zones où il n'y a plus de groupes armés, mais il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'intégration des anciens groupes armés dans la société et le contrôle des institutions, qui font qu'aujourd'hui, vous avez des zones où il y a des enlèvements pratiquement tous les jours, où on demande des rançons. Et si vous ne payez pas la rançon, on tue votre parent. Donc ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on doit travailler. On est en train de travailler avec la justice, parce que la réponse, c'est la réponse judiciaire, pas militaire. Et on essaye d'avancer, parce que des pays qui ont connu un conflit, ils ont après connu cette criminalité organisée. Vous avez l'exemple de l'Amérique centrale. Vous avez l'exemple de la Colombie, vous avez plusieurs exemples où, justement, la guerre, après la criminalité organisée, et si l'État ne maîtrise pas ces situations, on finit par être emporté par cette criminalité. Voilà quelques mots pour vous dire merci d'être là, pour vous dire que j'aurai toujours le Congo dans mon cœur et que je continuerai à vous suivre là où je serai. Et j'espère que j'entendrai de bonnes nouvelles et une amélioration continue pour que ce pays se stabilise. On en a besoin dans toute l'Afrique. Le Congo est un grand pays, il est entouré de 9 pays. Il ne peut pas se permettre de rester à la traîne. Il doit aller de l'avant et assurer que cet espace sera l'espace qui va porter cette région. Merci. Merci beaucoup, madame. On va prendre la première question avec Neftali, s'il vous plaît. Voilà, Neftali Bouamtala pour les comptes de la RTGA. Ma question, je la pose à 2 volets. Vous êtes arrivé à la fin de votre mandat à la tête de la MONUSCO. Quel est, selon vous, ce que vous devriez faire durant votre mandat que vous ne l'avez pas fait? Ça, c'est le premier volet. Le second volet, comment voyez-vous l'avenir de la RDC au moment où vous avez mené pendant 2 ans la mission des bons offices avec les différents acteurs politiques de la RDC? Merci. 3 ans. 3 ans, merci. Je disais tout à l'heure que quel que soit ce qu'on fait, on ne fait pas tout. On ne peut pas avoir cette prétention. Personne ne fait tout. Et surtout pour quelqu'un qui n'est pas chez lui. Vous savez, la difficulté du peacekeeping, c'est que vous arrivez dans un État souverain. Et vous arrivez avec l'accord de l'État. Et donc vous travaillez avec les autorités, avec les acteurs politiques, mais aussi les acteurs de développement, au niveau local, au niveau national. Et vous essayez de faire en ayant leur adhésion, et comme j'ai dit, pour les convaincre que c'est dans l'intérêt général et dans leur intérêt. Donc bien évidemment, moi j'aurais aimé, et j'aurais aimé on aurait bien avancé dans le DDR communautaire et que je l'aurais vu avec quelques projets pilotes. C'est malheureusement pas, on n'a pas encore avancé dans ça. J'espère que ma collègue qui va me remplacer, Madame Bintou Keïta, va continuer à mettre la pression sur ce processus. C'est extrêmement important parce que c'est le début de la stabilisation. On n'a pas pu avancer alors qu'on était prêt, mais la situation ne l'a pas permis. La deuxième chose, je voulais aussi qu'on avance dans les Kasaï, dans le renforcement des fonctions régaliennes de l'État. L'année dernière, j'avais supplié la 5e commission pour ne pas couper de poste, pour nous donner
plus de moyens police, justice et administration pénitentiaire, appui à l'administration locale pour permettre la réconciliation communautaire et lancer les projets de développement tout en ayant l'outil qui maintient l'ordre, la police, la justice, parce que on quitte, on sort les militaires, on démilitarise et on doit renforcer les fonctions qui doivent se substituer à la présence militaire. Malheureusement, là aussi, on n'a pas beaucoup avancé. J'espère que mon équipe et l'équipe qui reste ici, mais aussi l'équipe pays et les partenaires de la RDC, hier, on a engagé cette discussion sur le Nexus, le débat avec la ministre, la vice-premier ministre du plan, et avec les partenaires, et j'espère que ce processus va avancer dans les Kasaï, dans le Tanganyika. Ça, c'est deux petites choses, mais il y a beaucoup d'autres choses que j'aurais aimé faire, mais c'est pas toujours évident. Si je veux citer, si je veux être prétentieuse, mais je n'ai pas cette prétention, c'est juste de voir où on pensait avoir la possibilité d'aller de l'avant. On n'est pas encore arrivé. Ça ne veut pas dire que c'est un échec. Ça veut dire qu'on n'a pas mis en place tout ce qui est nécessaire pour démarrer et que ça va venir. Parce qu'il n'y a pas de rejet, mais c'est juste de démarrer et j'espère que mes successeurs vont le faire. Alors, comment je vois l'avenir de la RDC? Comme j'ai dit, l'avenir de la RDC dépend bien évidemment de l'avenir de l'Afrique, mais il peut aussi être un facteur qui tire vers l'avant. L'histoire de l'Europe nous enseigne que parfois ceux qui se font la guerre, ceux qui ont passé, qui étaient vraiment les plus affectés par la guerre à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui étaient pratiquement détruits par l'intensité des bombardements, des déplacements, des tueries et tout, c'était les Allemands, c'était les Français, c'était les Italiens, parce que la guerre a eu lieu dans cette zone. Et c'est eux qui se sont regroupés et qui ont essayé de construire l'avenir de l'Europe, et ils sont arrivés à le faire, bien sûr des années après. Mais c'était cette idée-là. Donc moi, je vois que l'avenir de la RDC dépend d'abord de comment les Congolais prennent du recul par rapport à pas le gain de tout de suite. Il faut savoir se projeter sur le long terme tout en travaillant sur l'immédiat. Se projeter sur le long terme parce que ça permet d'avoir une vision sur où on veut arriver dans 10 ans. Comment je peux régler les problèmes d'aujourd'hui, je réagis sur le présent, en même temps je dois avoir une projection à long terme et je dois un peu me détacher de mes priorités de tout de suite. Et souvent c'est parce que justement ces institutions sont encore fragiles, c'est pour ça la projection devient difficile, on part au plus urgent. Donc je vois le Congo comme un pays qui peut jouer un rôle important. C'est un pays qui a les moyens de pouvoir s'en sortir. C'est pas un pays qui doit tout à l'étranger, qui a besoin de tout. Il y a des compétences dans ce pays. J'ai toujours dit que le Congo n'est pas un failed state, c'est pas un État défaillant. C'est pas le cas. C'est pas un État qui n'a rien. Il y a des choses, il y a des capacités, il y a des gens qui peuvent faire les choses. Ce qui manque, c'est cette conviction que ensemble et que pour les autres, quand je fais pour les autres, je fais pour moi. C'est pas encore intégré que quand je travaille pour la stabilité pour les autres, c'est ça qui va permettre à mes enfants de vivre dans de meilleures conditions. J'espère que j'ai répondu à votre question. Ok, la dame, oui. Oui, merci Mathias. C'est Deden Dombambombo pour la RTNC Radio. Madame Leila, quelle image gardez-vous de la femme congolaise et quel a été votre apport à ses côtés dans la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre et dans son combat pour sa participation aux instances du pays? Merci. Alors, je crois que s'il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué en arrivant dans votre pays,
J'ai répété 150 fois en disant que la femme congolaise subit de plein fouet le conflit. Elle subit aussi la violence, même dans les villes où il n'y a pas de conflit. Elle subit aussi la pauvreté. Mais ce qui est impressionnant aussi, c'est que cette femme, elle n'est pas cloîtrée chez elle et attend qu'on vienne la prendre en charge. La femme congolaise, elle est dans la rue, elle est dans le marché, elle est dans les champs. C'est elle qui nourrit la famille, c'est elle qui prend en charge les enfants et en plus, elle s'engage politiquement. Elle s'engage pour sa société. Le nombre de femmes qui sont dans la société civile, aussi qui sont dans les partis politiques, qui sont dans la société active, c'est pas comme si on doit commencer à zéro à parler comment la femme congolaise doit s'impliquer. Elle est présente. Ce qui lui manque, c'est l'espace, parfois, de pouvoir se réaliser parce que, comme vous le savez, la société humaine a été une société d'hommes. Le partage de pouvoir a été déséquilibré dans tous les pays du monde. C'est pour ça qu'on parle, on se bat pour la parité. C'est pour ça on parle de l'espace qu'on doit laisser à la femme. Le monde, le bon Dieu a créé le monde avec des hommes et des femmes. Personne ne peut aller tout seul. On a besoin l'un de l'autre. On doit travailler ensemble. Et pourtant, dans les problèmes qui intéressent la société, on a juste une partie qui gère la situation. Et c'est pour ça que la présence de femmes, ça c'est un combat que j'ai mené même dans mon pays, c'est qu'on ne peut pas régler les problèmes de la société si ce ne sont pas les deux parties de la composante de cette société qui lui permettent de continuer à exister, ne sont pas associées. Les femmes ramènent une perspective et je le voyais à chaque fois que je vais sur le terrain, que je parle. On parle avec les hommes, ils nous disent quelque chose. Quand on va rencontrer les femmes, elles nous donnent une perspective qui n'a jamais été discutée quand on reste uniquement avec les hommes. Et ça, c'est pas que le Congo. Je l'ai vécu en Syrie, je l'ai vécu en Irak, je l'ai vécu en Yémen, je l'ai vécu dans tous les conflits où j'ai travaillé sur. C'est important. Donc la femme congolaise, pour moi, elle a sa place, elle est prête, elle se défend, elle s'implique. On la voit présente dans les zones de conflit, dans les endroits les plus reculés. Vous allez dans les villages les plus reculés. Vous arrivez dans un village qui peut-être n'a jamais reçu personne, qui vient de subir la violence. Et quand vous commencez à parler à ces femmes, elles sont patriotes, elles défendent les intérêts de leur société, de leur pays, et elles s'engagent dans l'intérêt de la communauté, parce que justement les enfants sont affectés, parce que l'avenir de la famille est affecté. Et donc, pour moi, nous avons fait des progrès. Quand on parle de violences sexuelles, des colonels, des généraux ont été condamnés. Des chefs de groupes armés ont été condamnés à 20 ans à perpétuité parce qu'ils ont violé des femmes. Quand j'étais arrivée en 2008, on posait des questions sur qu'est-ce que vous risquez. On a fait des petits sondages discrets avec les militaires, avec des policiers. Qu'est-ce que vous risquez si vous violez une femme? On a eu 3 réponses qui revenaient à chaque fois. Je paye une chèvre, rien du tout, quelques jours de détention dans la carnaison. Donc c'est vous donner une idée de l'évolution, parce que quand on est en uniforme, on était assuré de l'impunité. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc il y a un travail encore à faire. Je ne dis pas que nous avons réalisé les rêves de la femme congolaise. Je crois qu'il n'y a pas une femme au monde qui peut dire aujourd'hui tout a été réalisé. On est tous dans le combat. Comme vous le savez, moi je dis la présence d'une mission de maintien de la paix, avec des femmes à sa tête, avec des femmes qui occupent des fonctions importantes. Ça donne aussi cet espace. Et c'est pour ça, quand on parle de la RDC aujourd'hui, il y a quand même un espace pour l'opposition, pour la société civile, pour les femmes. Et vous voyez que dans un gouvernement, il y a des femmes. Dans un parti politique, même quand ils vont pour discuter, il y a des femmes. Et vous voyez que
chacun se sent obligé, même si au fond il l'aurait pas fait, peut-être s'il n'y a pas eu toute cette pression, tout ce travail qui a été fait, chacun sait que ça va être mal vu s'il n'y a pas de femmes dans son parti au niveau de leadership. On a eu des femmes qui se sont présentées aux élections, on a vu des femmes députées, des femmes sénateurs, des femmes ministres, des femmes vice-ministres, on a eu des femmes même pour diriger l'Assemblée nationale, donc ce n'est pas rien comme message qu'on envoie aux femmes, qu'on envoie aux hommes. Et donc je pense que il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons fait vraiment un petit bout, même au niveau international, même dans les Nations Unies. Nous sommes en train de se battre avec la politique du secrétaire général pour renforcer la présence des femmes dans les missions de maintien de la paix, et ce n'est pas toujours évident. Mais comme je dis, les femmes seules ne peuvent pas faire les choses et les hommes seuls ne peuvent pas faire les choses. C'est cette communion entre les deux, c'est les deux partenaires de la vie qui ramènent la sérénité et la stabilité dans une population. Ok, on va donner la parole à monsieur Cynthia. Par ici. Ah, il y a une confusion. Alors, on va faire l'un et ensuite l'autre. Ok, ça va. Roger Marley Lukunga pour Elima News. Madame, vous avez gravi les échelons en République démocratique du Congo, au sein des Nations Unies, en commençant par une agence connexe, jusqu'à devenir la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, donc le poste le plus élevé. Vous avez eu ce qu'on appelle dans votre pays, chez les Arabes, Al-Barka, la chance. Alors j'aimerais savoir, maintenant que vous partez, vous quittez, mais les armes ne se taisent pas à l'Est, les armes continuent à crépiter. Est-ce que vous allez vous transformer cette fois-ci en militante anti-conflit armé, là où vous allez partir? Merci. Vous savez, j'ai travaillé, je suis juge de formation. Donc j'ai travaillé comme juge dans mon pays pendant des décennies. J'ai été défenseur des droits de l'homme à Genève. Et je suis venue pour la première fois chez vous, ici, comme numéro 2 de cette mission, qui était à l'époque la plus importante. Je me suis battue pour justement faire taire les armes en utilisant les autres moyens, parce que j'ai essayé de renforcer la justice, lutter contre l'impunité, mettre les criminels de guerre sur des listes rouges. J'ai poussé pour qu'ils soient sanctionnés par le Conseil de sécurité. J'ai fait de mon mieux pour faire en sorte que ce processus soit intégré dans le peacekeeping et qu'on n'utilise pas seulement les armes, mais aussi les autres moyens qui peuvent influencer beaucoup plus, parce que le soldat, n'importe qui peut trouver un soldat, mais s'il n'y a plus de commandant pour mener ce genre de guerre, eh ben, une partie de la guerre est déjà finie. Donc je continuerai à me battre pour ces idéaux, parce que l'état de droit, c'est ça, c'est que personne n'est au-dessus de la loi. Les pays qui ont réussi à stabiliser leur pays et ont fait taire les armes définitivement, c'est parce que celui qui viole les règles, il trouve en face de lui des institutions solides. Il trouve une justice, il trouve une police, il trouve une sanction même de la société. Le travail, même la société n'accepte pas qu'on prenne les armes contre une autre partie de la population. Et bien évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas encore atteint cet objectif. Parce que si on l'avait atteint, la mission ne serait pas encore là. Mais regardez où on était avant. Quand j'étais venue, on était présent sur tout le territoire congolais. Il y avait les Enyélé à Mbandaka qui ont massacré. Vous vous souvenez ce qui s'est passé. Il y avait l'armée de la LRA. La LRA, il y avait des groupes armés étrangers qui étaient déployés, qui étaient dans le Petit Nord, dans le Grand Nord, souvenez-vous, il y avait le M23, il y avait le CNDP, il y avait les DLR, il y avait
une situation qui était très très complexe. Aujourd'hui, on a encore le conflit qui crépite dans 2 provinces. Et je dirais, 3e, Sud Kivu aussi. Donc, on est dans cette situation-là où on est en train, comme je dis, serrer, pour justement que chacun qui ose, qui veut prendre les armes en pensant qu'il va obtenir des grades, il va devenir un homme politique, parce que c'est ça l'histoire. Donc enlever ça, c'est ça qui va permettre à ce que la tentation de prendre les armes contre son peuple, ou si je suis étranger et je viens et je prends les armes ici et je survis, ça veut dire qu'il y a des complicités. Sinon, je ne peux pas survivre. Et donc, c'est ce travail-là qu'il faut vulgariser. Et vous, en tant que journaliste, vous devez faire ce travail. Sensibiliser tout le monde. On ne peut pas sévir et vivre et survivre s'il n'y a pas de complicité dans la communauté. Parfois, la communauté, elle a peur. Elle est prise en otage. C'est pas qu'elle veut être. Parce que vous voyez, par exemple, quand on parle des groupes armés, quand ils viennent négocier leur reddition, qu'est-ce qu'ils demandent? Vous avez entendu quelqu'un qui parle de la communauté? Ils demandent 4 choses. Ils demandent l'amnistie, l'intégration dans l'armée, la reconnaissance des grades, et je reste là où j'ai commis tous les abus. C'est ça. Regardez, il n'y a pas un qui dit construisez un hôpital pour la population, faites une route et je suis prêt avec mes hommes à commencer à déblayer la route. Et c'est ça que nous devons comprendre, que si la société réalise que ces gens, ils ne la protègent pas, mais ils entretiennent l'économie de guerre, eh bien, vous allez voir que les choses vont se calmer. Et c'est ça le travail que nous devons faire, renforcer la professionnalisation de l'armée, parce que quand j'arrive dans le village et que la population me voit, moi, l'armée congolaise, comme le protecteur, parce que je viens pour ça, quand je viens la police, quand je suis la justice, que je ne suis pas là pour régler des comptes, mais de rendre la justice au nom de l'État congolais, conformément au droit, vous allez voir que ces gens vont devenir insignifiants. Et celui qui est étranger, il va fuir, il va rentrer chez lui. Et celui qui est congolais, il va demander pardon et se soumettre à la justice. Et c'est ça le travail. C'est comme ça que je vois ce qui reste à faire. Mais je pense que, comme j'ai dit, il y a eu beaucoup de choses qui ont été réalisées. J'espère que j'ai répondu à votre question. Il ne reste plus que 2 minutes sur Radio Kapi, donc je vais juste demander, on pourra parler ensuite séparément, mais je voudrais demander à Madame juste si elle a un dernier message avant qu'on rende l'antenne sur Radio Kapi, et ensuite on peut discuter un peu plus longtemps ici. Merci beaucoup. Encore une fois, merci pour vos questions et merci pour le travail que vous faites, parce que c'est vous qui informez l'opinion publique de ce qui se passe ici, de sensibiliser. Vous me donnez cette opportunité de parler au peuple congolais, de dire aux Congolais merci. Parce que moi, j'ai été accueillie dans ce pays, j'ai vu aussi la gentillesse des gens. Et j'ai vu aussi la générosité. J'ai vu des gens qui ont souffert et ils sont prêts à pardonner, ils sont prêts à tourner la page. Parce qu'ils veulent aussi la paix dans leur entourage, dans leur espace. Et j'ai vu aussi des gens qui sont prêts à se sacrifier. Donc, merci de m'avoir donné cette opportunité. Je voudrais encore une fois vous dire, gardez l'espoir et continuez à faire avancer la paix dans votre pays. Ce n'est pas quelque chose qui est impossible. Le Congo n'est pas en train de brûler. On a dit 1000 fois que le Congo va brûler. Il n'a pas brûlé. On a dit 1000 fois que telle situation va générer une catastrophe. Eh bien non, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas que leur pays brûle. Et ces gens-là sont ici et ils travaillent et ils se battent. Donc continuez à leur donner l'espace, à croire en votre capacité à aspirer les violences, aspirer tout ce qui est négatif, et les choses évolueront. Il n'y a aucun pays qui est parfait. Il n'y a aucun pays qui a réglé tous ces problèmes en 1 an ou 2. Regardez l'histoire de l'humanité. Posez la question comment la démocratie s'est installée dans d'autres pays. Nous sommes dans cette phase de transition aussi, où nous avons aujourd'hui en RDC l'ancien président, le nouveau président,
M. Bemba, M. Katumbi, M. Fayoulou, ils sont tous en RDC. Et ils sont là et il y a un débat politique. Ce n'est pas rien ça. Ça n'existait pas avant. Nous sommes dans cette évolution positive où vous avez des hommes politiques avec leurs programmes, avec leurs idées, avec leurs visions, qui se battent politiquement. C'est légitime, c'est normal. Mais il ne faut pas déstabiliser le pays. Il ne faut pas utiliser la violence. Il faut rester... Parce qu'on ne sert l'intérêt de personne. On ne sert que si on est en train de travailler pour consolider la paix et renforcer les fonctions régaliennes de l'État, renforcer l'acte politique, le rendre attractif parce qu'il sert la communauté, travailler pour contrôler les richesses du pays, pour faire en sorte que tout le monde reçoit sa part, pour que la génération future ait plus d'espoir à rester dans ce pays et à le travailler, le servir, et ce sera dans l'intérêt de tout le monde. Je veux aussi dire que la RDC va assumer la fonction de l'Union africaine, de présider l'Union africaine. C'est encore une opportunité pour la RDC de montrer les aspects positifs, de travailler sur l'amélioration de ce qui reste à faire. Et il y a toujours beaucoup à faire dans chaque société. Donc bon courage et j'espère vraiment que vous traversez cette phase de transition difficile pour tourner la page à chaque élection on tremble, à chaque composition d'un gouvernement on tremble, et ça devient des actes normaux, des moyens pour permettre à ce que la stabilité, l'alternance devienne une chose normale, comme ça se passe dans des pays qui ont tourné la page de cette histoire d'évolution dans leur société. Merci. Merci beaucoup, nous rendons l'antenne. Merci à tous pour votre attention. Au revoir, madame.